Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de douleur en chirurgie et nous allons parler d'anesthésie. Alors, nous allons commencer par une définition. Qu'est-ce que la douleur? Alors la douleur peut être décrite comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, ressentie par le patient et qui est associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle en tout cas, ou décrite dans ces termes, ou décrite dans les termes d'une telle lésion. Et il existe plusieurs profils évolutifs, c'est-à-dire qu'on parlera de douleur aiguë, à considérer comme un signal d'alarme par l'organisme, et la douleur chronique. Dans ce cas-là, nous parlerons de douleur maladie. Alors au niveau de la physiologie de la douleur, un petit rappel comment ça fonctionne. On va considérer la transmission de la douleur en plusieurs étapes, c'est-à-dire que première étape, nous avons un stimuli qui peut être thermique ou mécanique. Nous allons ensuite considérer les médiateurs de la douleur comme les prostaglandines, mais également les bradykinines ou la substance P. Après les médiateurs, va se faire donc une transmission par l'intermédiaire des fibres, notamment des fibres myélinisées, d'accord, A delta ou C. Ensuite, on va avoir un passage par les cornes dorsales de la moelle épinière, avant de rejoindre les aires somesthésiques du cortex. Alors, il existe différents types de douleurs, c'est-à-dire qu'on a une douleur dite nociceptive, on va avoir des douleurs, alors type de douleur, des douleurs de type nociceptive, on va voir des douleurs neuropathiques ou psychogènes. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on va avoir la douleur nociceptive, donc dans lequel on a un excès de stimulation des nocicepteurs, d'accord, qu'on va rencontrer notamment dans des contextes de douleurs aiguës, comme des traumatismes ou des brûlures, ou même dans des douleurs chroniques, comme les rhumatismes, ou par exemple des situations de cancer. Et le stimulus douloureux est causé par cette stimulation des récepteurs, les nocicepteurs, et sont transmis par les voies de la douleur jusqu'au cortex cérébral, comme nous avons vu tout à l'heure, provoquant ainsi cette perception, cette intégration de la douleur. Donc ça, c'est la douleur nociceptive. Nous avons une douleur qui est dite neuropathique. Alors, quelle est la différence? Donc, ces termes incluent des dysfonctionnements des voies nociceptives. Dysfonction des voies nociceptives. Où on va retrouver notamment ce concept de douleur maladie, de douleur chronique. C'est-à-dire qu'on va avoir des sensations anormales. Sensations anormales, ressenties comme douloureuses, en l'absence de dégâts tissulaires apparents. Absence de dégâts tissulaires. Et on va avoir un autre type de douleur, qui est la douleur psychogène, qu'on pourrait appeler également idiopathique. Et c'est une douleur sans substrat anatomique qui survient généralement dans des cas de névrose. Alors pas de nécrose, de névrose. Alors comment on évalue la douleur en tant que professionnel de santé? Parce qu'effectivement, nous l'avons vu dans le cours sur la sémiologie que la douleur est un symptôme. C'est-à-dire une sensation ressentie par le patient qui arrive dans notre cabinet lors de l'anamnèse, j'ai mal au dos, ceci est un symptôme. Donc nous, on va lui donner une mesure, on va essayer de lui donner une mesure objective, alors que la douleur est subjective. Donc dans ce cas-là, on utilisera une échelle,
l'échelle EVA de la douleur, de 0 à 10, c'est-à-dire 0, pas de douleur, 10, beaucoup de douleur. Quelle est, sur une échelle de 1 à 10, comment vous ressentez cette douleur? Ça, généralement, on l'utilise pour les adultes. Pour les enfants, on pourra utiliser un système de visage, où l'enfant devra sélectionner le visage qui correspond donc à son bobo. Et on pourra utiliser d'autres méthodes, c'est-à-dire la réaction faciale, d'accord, quand on va palper par exemple, et d'autres signes. Alors réaction faciale, donc les grimaces, mais également les gémissements, les postures antalgiques, les raideurs, etc. Alors bien sûr, le traitement de la douleur va différer, hein, dépend de si la douleur est aiguë ou chronique, dépend bien sûr du rythme des traitements, donc la fréquence, les besoins du patient, et dépend du type d'analgésique qu'on va donner au patient, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un opioïde faible, fort, est-ce qu'il s'agit d'un co-antalgique, de corticoïdes, de traitement de antidépresseurs, etc. Alors, je voulais vous parler de l'analgésie. L'analgésie endogène, avec les circuits inhibitoires descendants. Circuit inhibitoire descendant, qui va intégrer différentes structures. C'est-à-dire que on va avoir la substance grise périventriculaire, d'accord, qui est le siège des émotions et de la concentration, et on va avoir l'intervention d'endorphines dans cette donc analgésie endogène, d'endorphines, d'encéphaline, hop, avec différents récepteurs. Ensuite, tout ça va passer par le noyau bulbaire et les faisceaux dorsolatéraux, avec une régulation on-off, donc inhibition centrale, avec l'intervention d'encéphaline. Un petit peu de mal à le prononcer. Et ensuite, tout ça, ça va passer par la moelle épinière, d'accord, la corne postérieure de la moelle épinière, où on va avoir donc une intégration de toute l'information, et donc va agir également sur les fibres C avec la théorie du portillon. Et on va avoir également, au niveau de ces structures, des récepteurs, des récepteurs endorphiniques. Alors, qu'est-ce que ça donne sous la forme d'un schéma pour que ça soit bien compris? Je vais prendre le stylo, je vais dessiner. Donc, là, je suis donc en train de représenter le cortex. Dans ce cortex, nous avons le thalamus. Donc ça, c'est le cortex. Ici, nous avons le thalamus. Donc, tout à l'heure, nous l'avons décrit. Donc, on a des terminaisons avec les nocicepteurs, d'accord, les nerfs sensitifs périphériques, où est ressentie la douleur. Donc, la douleur remonte, d'accord. Elle va passer, si vous vous souvenez bien, par la moelle épinière, notamment la corne, ouais, j'ai des talents de dessinateur incroyables, la corne dorsale, ici, d'accord, et les signaux douloureux vont remonter par la moelle épinière avant d'atteindre, voilà, le cerveau. Et donc, comment marche cette analgésie endogène? Donc, on a une substance grise périventriculaire, et on va avoir une inhibition par les voies descendantes qui ont été décrites tout à l'heure. On a une inhibition par les voies descendantes. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'analgésie endogène. Alors, au niveau des différents analgésiques, maintenant sous forme de traitement pharmacologique. Donc, les analgésiques,
on va avoir plusieurs catégories d'analgésiques. Je vais faire un zoom. Voilà, très bien. Donc, nous avons les opioïdes. Nous avons les non-opioïdes. Nous avons les anesthésiques. Et nous avons les co-antalgiques. Alors, au niveau des opioïdes, donc nous avons des opioïdes forts, nous avons des opioïdes faibles. Et ces opioïdes vont renforcer l'analgésie endogène que nous venons d'étudier juste ici. Ensuite, on va avoir des non-opioïdes. Alors, juste avant, ces opioïdes donc, renforcent l'analgésie endogène et agissent. Ils agissent sur des récepteurs présynaptiques. Ensuite, les non-opioïdes. Donc, eux, ils diminuent l'information afférente nociceptive. C'est-à-dire cette information comme ça qui monte. Hop, je reprends mon stylo. D'accord, donc les opioïdes agissent sur cette analgésie endogène, les non-opioïdes sur la nociception afférente, l'information nociceptive afférente. D'accord, donc qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs sous-catégories, donc on a les pyrazolones, comme avec les inhibiteurs de la cooxygénase, si je prononce bien. On a des para-aminophénols, comme le paracétamol par exemple, avec une inhibition de la substance P, centrale et spinale. Et on va avoir des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui empêchent la formation de prostaglandines. Ensuite, après les non-opioïdes, nous avons les anesthésiques qui diminuent également l'information inférente. Et nous avons des co-antalgiques, comme des anticonvulsants. Alors, eux, ils réduisent l'excitation neuronale. Et nous avons également des antidépresseurs, notamment, tricycliques. Antidépresseurs tricycliques qui vont augmenter la production de sérotonine. Augmentation de la sérotonine. Et d'autres endorphines, avec le système endogène. Alors, selon l'OMS, il existe une échelle thérapeutique de la douleur avec plusieurs paliers. Donc, nous avons un premier palier, le palier 1, le palier 2, le palier 3. Hop. Donc, dans le palier 1, donc ça, ce sont les recommandations de l'OMS. Donc, ici, nous allons utiliser des antalgiques non morphiniques, comme par exemple le paracétamol, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et de l'aspirine. Donc, on utilisera ce palier numéro 1 dans des douleurs faibles ou modérées. Alors, comment on sait qu'une douleur est faible ou modérée? On utilise les évaluations de la douleur, l'EVA, par exemple pour les adultes, de 0 à 10. Le palier numéro 2, dans ce cas-là, on va utiliser des antalgiques opioïdes faibles, comme la codéine ou le tramadol, dans le cas de douleurs modérées et intenses. Modérées, intenses. Et pour le palier 3, nous utiliserons des opioïdes forts, comme la morphine, l'oxycodone, dans le cas de douleurs intenses à très intenses. Et bien sûr, on peut faire des associations entre le palier 1 et le palier 2, et le palier 1 et le palier 3. Alors, le sujet du jour, bien sûr, c'est la douleur en chirurgie. Donc, nous allons faire le lien. Laissez-moi dézoomer. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une chirurgie? La chirurgie va provoquer une lésion tissulaire. Et donc, une douleur aiguë.
Suite à cette lésion tissulaire, on va avoir une réparation. Avec la mise, avec, je veux dire, différents systèmes qui vont s'illustrer dans cette réparation, c'est-à-dire l'intervention du système nerveux, mais également du système immunitaire et du système endocrinien. Et cette réparation pourra prendre la forme d'une cicatrisation, mais aussi d'hématomes, de tissus morts et la présence de germes aussi. Alors, dans la chirurgie, on va voir différentes évolutions, et notamment les évolutions post-opératoires. Alors, évolution de la douleur post-opératoire. On va avoir des évolutions qui sont non favorables, comme l'infection, des hématomes musculaires, une hémarthrose, et dans ce cas-là, la douleur va augmenter. Ce qui peut entraîner donc des positions antalgiques chez nos patients et un stress psychologique. Dans cette chirurgie, nous allons avoir également ce concept de plaie, de cicatrice et une évolution des plaies post-opératoires. Alors, cette évolution peut dépendre de deux facteurs, c'est-à-dire propre au patient, c'est-à-dire que si le patient est âgé, par exemple, peut avoir une importance sur l'évolution des plaies post-opératoires, mais également s'il présente d'autres pathologies, par exemple un diabète, ou s'il est mal nourri. Mais cette évolution peut dépendre, et bien sûr, des techniques de la chirurgie. Alors, on a d'autres expressions, hein, bien sûr, de l'évolution de la douleur post-opératoire et de ces plaies post-opératoires. C'est-à-dire qu'on peut avoir donc une plaie qui suinte, avec du pus, par exemple. On va avoir une manque de consolidation osseuse. On peut observer des atrophies musculaires, des altérations de la sensibilité, avec des engourdissements, des picotements, et j'en passe. Ensuite, je vais vous parler de l'anesthésie. Alors, l'anesthésie... Tac. Je zoome. Alors, l'anesthésie, donc, comment la définir? Donc, c'est une perte locale ou générale de la sensibilité. En particulier, de la sensibilité à la douleur, d'accord, produite par un agent. Anesthésique. Alors, plusieurs types. 3 types. On a l'anesthésie locale, on a l'anesthésie régionale et on a l'anesthésie générale. Alors, cette anesthésie locale, donc on utilise des anesthésiques locaux dans la peau, au niveau d'une petite surface, et dans ce cas-là, on peut bloquer la sensibilité par une injection géométrique tout autour de la lésion. D'accord, si je dessine, voilà, on va avoir ici la lésion, et on va injecter le produit géométriquement tout autour de la lésion. Après l'anesthésie locale, nous avons l'anesthésie régionale, alors qui peut comporter aussi le nom de bloc nerveux. Donc dans ce cas-là, on a une injection, toujours une injection d'anesthésiques locaux à proximité, cette fois d'un ou de plusieurs nerfs sensitifs au moteur et qui vont innerger la région du corps où l'opération est réalisée. On a par exemple le cas de la rachianesthésie. Si je prononce bien, la rachianesthésie, qui peuvent bloquer... Alors attendez, avant de vous donner une définition aléatoire, je vais plutôt
rechercher une définition sur internet. Donc c'est une anesthésie partielle consistant à injecter dans le canal rachidien une substance destinée à insensibiliser la partie inférieure du corps. Vous le voyez ici au niveau de la colonne vertébrale. Et ensuite, troisième type d'anesthésie, c'est l'anesthésie générale. Dans ce cas-là, on va avoir une suspension temporaire et je l'espère en tout cas réversible. Temporaire et réversible de la conscience et de la sensibilité douloureuse qui va provoquer amnésie et bien sûr nécessitera de la part de l'anesthésiste et du corps médical une surveillance continue des fonctions vitales. Alors pour cette anesthésie générale, on va différencier plusieurs agents anesthésiques. On a ce qu'on appelle les narcoses. Alors les narcoses, ce sont ces médicaments qui font dormir, des médicaments dits hypnotiques, qui vont provoquer cette amnésie. Et donc vont avoir un rôle sur la conscience, vont jouer sur la conscience de l'individu. Après les narcoses, on a les analgésiques, comme les opiacés, comme on a étudié tout à l'heure, mais également les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et dépend bien sûr de l'anesthésiste. Et on va avoir ce qu'on appelle les bloqueurs, donc dans le blocage neuromusculaire, pour provoquer donc... Alors les analgésiques, donc ça c'est dans le cas de la douleur, hein, les narcoses sur la conscience. Pour le blocage musculaire, donc c'est dans le cas du mouvement, où on va en effet induire un relâchement musculaire total, on a un relâchement musculaire total, et voilà. Alors, toujours dans ce concept d'anesthésie générale, on va avoir trois phases. On va avoir premièrement une phase d'induction, d'accord, dans lequel on va avoir donc une hypnose et un relâchement musculaire. Après cette phase d'induction, on a ce qu'on appelle l'entretien, dans lequel on va avoir un bolus de des trois types de médicaments. Et ensuite, pour terminer, on a notre réveil, avec une réponse physiologique, avec hypertension et tachycardie. Alors ensuite, pour terminer cette vidéo, on va voir les avantages et les inconvénients des différents types d'anesthésie. Là, je vais faire un dessin du coup. Donc les avantages. Quels sont les avantages des anesthésies locales ou régionales? Donc, hop, locale plus régionale, donc en général une meilleure collaboration du patient. Parce qu'effectivement on n'a pas d'amnésie qui est induite. Donc diminution de l'anxiété. Mais également au niveau du système respiratoire, on a une protection des réflexes respiratoires. Et bien sûr, on a l'avantage qui est l'analgésie. L'avantage de l'anesthésie générale, bon, c'est bien sûr l'inconscience, hein. L'inconscience et l'analgésie. S'il y a des traumatismes qui sont très douloureux. Et on va avoir un relâchement musculaire total.
totale. Alors au niveau des inconvénients, les inconvénients, donc pour les anesthésiques, locaux régionaux, on va avoir donc on a une absence de douleur certes, mais on a un maintien des sensations. On a de l'angoisse. Angoisse et de la peur chez les enfants. Chez les enfants. Et pour les généraux, on va avoir comme inconvénient donc pas de collaboration, la collaboration du patient. On va avoir donc des problèmes, nous l'avons dit tout à l'heure, respiratoires. Et on peut avoir une réponse physiologique aux médicaments qui peut être dangereuse pour le patient. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.